Action, on peut y aller. On est un peu dans l'ambiance d'un polar, mais d'un faux polar dans ce nouveau roman de Carino Bucciarelli. J'ai envie de dire accusé. Carino Bucciarelli, C, l'initiale C, vous êtes accusé d'avoir commis un très bon livre où différentes thématiques s'entrecroisent et c'est quasiment un livre métaphysique puisqu'il est question de la thématique de l'infini. Bon, évidemment, il y a le titre, le symbole de l'infini, de liberté, d'interrogation sur le dualisme bourreau-victime, la question du temps, qui est évidemment indissociablement lié à celui de l'infini, des visages, des masses anonymes, de l'identité, parce que ce personnage ne sait plus effectivement qui il est. Évidemment, comme c'est un personnage qui sort de prison, la question de la rédemption. Et enfin, aussi, les vertus de la lecture et de la culture et du pouvoir que les livres peuvent avoir sur un être humain. Et toutes ces thématiques s'entrecroisent et s'entrelacent dans chaque chapitre. Alors tout d'abord, je vais parler du titre et un peu de l'interprétation que j'en fais, et puis je te demanderai si tu es d'accord avec l'interprétation. Alors évidemment, tout l'exercice difficile, c'est de ne pas divulgacher, comme on dit, l'intrigue, mais aussi de vous donner l'envie de lire, de teaser, comme on dit. Alors le symbole de l'infini, donc il y a déjà cette étymologie du symbole, symbolon, c'était ce tesson qui était cassé en deux, coupé en deux entre deux contractants, qu'il fallait relier. Et puis Aristote parle aussi du fait que ça nous relie en fait à l'invisible, et le diabolos veut nous détourner du symbolos, de ce qui nous relie à l'invisible. Et l'infini, alors effectivement, par-ci par-là, ton personnage s'interroge sur ce qu'est l'infini. Alors pourquoi ? Alors je ne vais pas trop en dire, mais il y a une histoire de tatouage à un moment donné. N'en disons pas trop. N'en disons pas trop, mais il a le tatouage, le symbole donc de l'infini qui est tatoué. Et donc je voulais un petit peu... alors à un moment donné, oui, je vais quand même lire une page qui m'a beaucoup amusé parce que j'aime la philosophie, et tu parles du paradoxe de Zénon et de la question de Achille et de la tortue, à la page 83. Si tu laisses un peu d'avance à une tortue dans une course, même si tu es l'athlète le plus rapide au monde, il te faudrait une infinité de temps pour la rattraper. Tu devrais parcourir la moitié de la distance qui te sépare d'elle, ensuite la moitié de la distance restante, et ensuite encore la moitié de la distance restante, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Tu ne la rattraperas donc jamais. C'est un peu une mise en abîme du livre. Ce personnage cherche à rattraper qui il est, le crime qu'il a commis, etc. etc. Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur l'interprétation du titre, comment le titre t'est venu, ce qui t'est venu à la fin ? Oui. Et en fait, on reproche souvent aux personnes qui publient leur premier roman d'avoir tout mis dans un livre. C'est un reproche, et c'est vrai que c'est réel. Lors d'un premier roman, c'est-à-dire l'auteur est chargé d'une telle dose de lecture, de propos à dire, qu'il a tendance à trop en faire. C'est peut-être un piège que j'ai évité. Et finalement, avec un peu de maturité, j'ai pu faire ça dans mon dernier roman. Pouvoir mettre tout ce que j'avais en tête. Et forcément, je veux dire, comme j'ai un certain parcours, j'ai peut-être pu éviter l'accumulation. Et donc, ce n'était pas tellement conscient quand j'ai démarré ce livre, mais au fur et à mesure, j'ai mélangé la lecture, l'interrogation, mon amour des sciences, les problèmes d'identité, les problèmes culturels, les problèmes de rapport aux autres. J'ai mis tout ça dans un livre relativement court, sans même me rendre compte. C'est une fois qu'il a été achevé que je me suis dit, ah ben oui, le fameux écueil que le romancier novice doit éviter, je ne l'ai pas évité. Alors voilà, mais je l'ai fait avec toute ma maturité. Donc finalement, le symbole de l'infini, mais il s'est imposé au cours de l'écriture. Quand j'ai eu cette trouvaille de ce détail, évidemment, où se retrouve le symbole.
sur le personnage, je laisse découvrir ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Parce qu'il y a un deuxième symbole, mais pourquoi ne pas avoir choisi ce symbole-là? Ah, ça, je le laisse au lecteur. Ce voilà, deuxième symbole, je ne le dévoile pas. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je ne le dévoile pas. Oui, et alors, les futurs lecteurs comprendront tout du premier symbole. Le deuxième, j'attends vos retours. J'attends vos retours, d'accord? Nous en reparlerons. Et il faut savoir aussi que je m'intéresse en tant qu'amateur aux sciences. Je suis, disons, fortement intéressé par l'astronomie et les sciences physiques en général, je veux dire sans avoir pu approfondir. Et donc j'ai mis tout cela avec mes problèmes culturels, mes problèmes identitaires, mes problèmes de rapport aux autres, de rapport à la littérature, de rapport les problèmes sociaux, rapport aux couches sociales, etc., que j'ai pu emmagasiner par couche. Tous ces thèmes-là, mais je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin, et moi-même, j'en reviens difficilement. Voilà. Donc oui, il y a toutes ces lectures qui percolent. On a parlé de la tour de Babel tout à l'heure. Il y a de l'intertexte avec la bibliothèque de Babel dans la nouvelle de Borges, que tu évoques sans le citer, page 94. D'ailleurs, tu dis « Pourquoi ai-je pris soin de m'abstenir de lire le nom de l'auteur ?» Donc c'est le personnage principal qui parle. Le premier livre, je l'ai dit, était dépourvu des pages d'entrée, arrachées par vandalisme ou à dessein. De nombreuses fois, le nom de l'auteur apparaissait dans une préface ou une référence, comme s'il était indispensable de rappeler sans arrêt qui est responsable de quoi. Mais mon esprit bien organisé avait pris l'habitude d'effacer mentalement chaque nom. Je pense d'ailleurs à un livre où l'on décrivait la bibliothèque infinie dont les étages s'étiraient sans limite dans l'espace. On n'y trouvait pas deux livres identiques. Et à propos de cette nouvelle, Borges disait « Le désordre apparent se répétant constituerait un ordre, l'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. » Alors voilà, donc c'est un petit peu c'est la question que je voulais te poser. Effectivement, en quoi toutes ces lectures t'ont révélé à toi-même, c'est à dessein que je ne parle pas de ton parcours, pour que tu accouches de ton identité, que tu puisses faire une sorte de maïeutique. Hein. Et d'ailleurs, tu dis, donc ton personnage dit à la page 115, finalement, l'enfermement, parce que c'est ça la question de s'émanciper de soi dans les murs carcéraux, hein, l'enfermement durant toutes ces années m'a privé de l'idée d'un mode de vie. Je parle d'un mode de vie que l'on souhaite, comme toutes les personnes en liberté le font, car toute personne en liberté a des souhaits, des aspirations, des projets. Durant mon enfermement, j'ai visité des pays et des villes à travers des livres et j'ai vécu une nouvelle phase de mon existence en me fondant dans d'autres pensées. J'avais l'impression que rien ne me manquait alors que je n'avais rien. Enfermé, alors j'aime beaucoup cette phrase, on apprend à ne plus rien désirer. Les livres m'ont suffi. Oui, je dois dire qu'il y a une part d'autobiographie. Donc, je suis vraiment un écrivain de fiction. Hein. J'invente complètement. En général, je ne relate jamais des faits que j'ai vécus, mais les personnages, parfois, peuvent me ressembler. Et je dois dire que j'ai vécu cet enfermement dans les livres. Je viens d'un milieu, je veux dire, que chacun connaît, hein, donc le milieu, je dirais, typiquement ouvrier de l'immigration, où le livre n'existe tout simplement pas. Non pas qu'on le rejette, mais on n'en a tout simplement pas besoin. J'ai rencontré là des gens absolument merveilleux qui ont vécu très bien sans ça. Donc je ne crois pas que le livre soit indispensable, mais il m'a été à moi indispensable. Et j'ai parlé de ma passion pour l'astronomie, qui a été la première passion culturelle. Vers l'âge de 13 ans, donc, je me rendais dans une bibliothèque où j'avais appris qu'on pouvait disposer de livres gratuitement. Et dans le monde d'où je venais, gratuitement, c'était quelque chose de béni. Et donc j'ai pu aller assouvir ma passion de l'astronomie dans cette bibliothèque. Et quand cette passion s'est un peu éteinte 2-3 ans après, j'avais gardé le goût de cet endroit et le goût de manipuler des livres. Et j'en suis venu à la littérature, mais en total autodidacte. Donc je me suis construit seul dans un monde où les livres, je veux dire, personne n'avait besoin de livres dans mon entourage. Et comme ce prisonnier, je ne me suis pas posé la question de savoir.
pourquoi tous ces livres existaient. J'aurais dû me dire, mais s'il existe, il y a des abonnés à cette bibliothèque, ben c'est forcément qu'il y a d'autres personnes intéressées par les livres. Mais je ne me suis même pas posé cette question. J'ai gardé cette passion, je ramenais des livres chez moi. J'étais le seul, je crois, dans ce milieu-là, à aimer les livres. Et il n'y avait aucune opposition entre ma passion des livres et le reste de la société où je me sentais très bien, d'ailleurs, hein, comme jeune adolescent. Et donc, c'est ça qui me rapproche de ce prisonnier. Ce prisonnier est isolé avec des livres. Je l'étais moi-même, en totale liberté, en totale connaissance de cause. Je pouvais très bien m'adonner à autre chose, aller jouer avec mes copains et autres. Mais non, je veux dire, l'apport de ces livres était pour moi primordial. Et tout simplement, j'aurais pu me poser la question, pourquoi moi et pas les autres? Je crois que ça aurait été peut-être salvateur à ce moment-là. Et cette passion des livres m'a un petit peu enfermé en moi-même, dans la mesure où, tout en étant totalement intégré dans mon milieu social, je m'en coupais moi-même parce que simplement j'avais une passion qui me dévorait, que personne ne partageait. Donc voilà, et donc ce prisonnier, mais moi c'est une des choses dont je me suis rendu compte à la fin du livre. Ce prisonnier était un peu à l'image de mon parcours vis-à-vis des livres. Bon, ce qui lui arrive par après, bon, c'est tout autre chose. Et heureusement, je n'ai pas vécu ça. Bon, voilà. Et puis, bon, aussi, j'ai toujours été amateur de paradoxes. Hein. Le fameux paradoxe, je veux dire, du Crétois. Hein. Ouais. Le Crétois qui dit « je suis un menteur ». Donc, c'est impossible. Un menteur ne peut pas dire qu'il ment, parce que, bon, forcément, etc., sont des choses... Donc, c'est le premier paradoxe fondateur. Et je veux dire, ce prisonnier est pris, lui, dans certains paradoxes de vie, et notamment vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de l'anonymat. Et tous ces visages qui se ressemblent, oui, la conductrice, la psychologue, qui sont la mère, qui sont les autres. Et il est vrai que dans un sens, j'ai vécu cela tout d'abord par rapport à mon nom. La problématique des noms, des prénoms revient sans arrêt dans mes livres. Hein. Simplement parce que je l'ai vécu, donc je ne me suis jamais reconnu dans le prénom qu'on m'a donné ou dans le nom de famille que j'ai reçu. J'aurais pu prendre un pseudonyme, mais ça n'aurait été que rajouter une couche au problème d'identité que je vivais. Donc j'ai préféré garder mon nom, qui n'est pas le mien, en fin de compte. J'ai jamais su d'où venait ce nom et ce prénom, et j'ai préféré garder parce que c'était déjà un pseudonyme, quoi. Mais et alors, moi je pensais à la phrase de Pascal pendant le livre, je suis effrayé par le silence éternel de ces espaces infinis. Oui. Et alors, en même temps, on est dans un univers dont on ne sait absolument pas dater l'époque, ni le lieu. Moi, j'avais des ambiances un peu à la Paul Delvaux, des peintures. À un moment donné, les deux personnages sortent nus. Et tout le monde, donc ils vont déjeuner à l'hôtel et tout le monde semble, personne ne s'en émeut, ça semble tout à fait normal. Il y a le rapport à la statue, je ne vais pas en dire trop, mais je pense à des peintures de Magritte aussi. Il y a toute cette ambiance et tout un style avec une écriture très fluide et très précise. Hein. J'emprunte la passerelle faite de caillebotis métalliques. Mes pas y produisent un bruit profond, long. À travers le treillis épais, je peux voir, loin sous moi, les miroitements sombres du canal. La lumière des rares réverbères se reflète sur la surface mouvante de l'onde. J'ai l'impression de marcher dans des cieux obscurs, inhospitaliers. Je pensais que ces cieux. Et on est vraiment dans un film étrange. Alors je ne dis pas surréaliste, parce que ce mot est complètement... vraiment, limite, il faut le bannir. Ce sont les 100 ans du surréalisme, parce que tout est surréaliste aujourd'hui. Mais donc c'est pour ça que je parlais plutôt de ces ambiances qui rejoignent un peu tous ces paradoxes. Et donc, comment est-ce que un certain type de cinéma, de peinture, a une influence sur ton écriture?
a sans conteste une des grandes influences, c'est David Lynch. Ah ben voilà. Oui, mais forcément, faut dire... Lost Highway. Oui. Lost Highway, Mulholland Drive. Oui, là, je me suis totalement retrouvé dans les films de David Lynch, et d'une façon générale dans toute la littérature décalée. Mais s'il faut prendre une référence cinématographique, c'est bien celle-là. Et il est vrai que, comme on le voit dans ces films, mais nos vies sont bien étranges. Nos vies sont bien étranges. Je veux dire, on s'habitue, forcément, on a tous nos troubles à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, des problèmes de situation de soi par rapport aux autres. Et on finit par s'habituer, on finit par apprendre certaines méthodes, certaines méthodologies pour simplement vivre avec les autres. Mais en fin de compte, on n'en a jamais l'explication. Qui sommes-nous, qui sont les autres, je crois. Et toute mon aventure littéraire, dans un sens, n'est là que pour répondre à cette question. Et je n'ai pas encore fini d'y répondre. Mais de toute manière, donc, le personnage ici aux prises avec des gens qui, dont il est impossible de différencier l'identité, si ce n'est à certains détails, mais c'est ce que nous vivons. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Une chose m'avait surpris dans mon enfance, une prof de religion, une bien gentille dame, nous avait dit à l'époque on n'était que 3 milliards, et nous avait dit, imaginez, nous sommes 3 milliards, il n'y a pas 2 personnes les mêmes. Et c'est vrai que c'est surprenant. Nous sommes 8 milliards, mais on n'a jamais rencontré 2 fois la même personne. 2 fois la même personne, mais c'est absolument troublant. Même les vrais jumeaux ont des petits traits de différence dans leur physique et dans leur personnalité. Il y a deux jumeaux, d'ailleurs, Olivier et Olivier. Oui, voilà, le même prénom pour 2 jumeaux, et ils ne sont pas les mêmes. Oui. Ils ne sont pas les mêmes. Et dans un sens, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils, les mêmes pulsions, les mêmes rejets, pour des choses différentes. Mais nous sommes attirés par certaines choses, tous des choses différentes, nous rejetons d'autres choses, mais nous avons tous les mêmes comportements. Et c'est tout de même troublant. Et je dois dire que, heureusement, à un moment donné, à la fin de l'adolescence, on arrête de se poser des questions parce que ça serait impossible. Oui, c'est ça. Et ça nous permet de vivre, voilà. Et j'ai voulu inconsciemment remettre tout ça en jeu dans ce livre. Oui, parce que c'est vrai que finalement, c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est marcher par hasard dans ses propres pas? Est-ce qu'on ressent mieux la liberté quand on a un cadre, on dit, j'avais écrit, il n'y a pas de jardin sans clôture. Et alors c'est vrai, tu t'interroges tous ces paradoxes. Tu parlais du fait qu'on est tous finalement semblables tout en étant différents. C'est le fameux aphorisme de Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et il y a tout ça qui percole et qui ne nous emmène pas dans un roman à thèse aussi. C'est toujours le piège à éviter, parce qu'on est vraiment saisi par l'intrigue. On a envie de savoir ce qui est arrivé à ce personnage qui sort de prison, qui rencontre 1 femme, 2 femmes, 3 femmes qui ont toujours l'air d'être la même, et en même temps on se demande qui est cette femme. L'interrogation sur la finitude dans un monde infini. Il y a le film Un jour sans fin. Ici, à un moment donné, on est dans une nuit sans fin. Où il roule. Alors c'est vrai que je pensais à Lynch, on roule, on ne sait pas vers où, ce rapport à la voiture, les phares dans la nuit. Les films sont des phares dans la nuit. Je pensais à Truffaut. Enfin, je trouve que tout ça, toutes ces références qui sont là, qui sont diffusées dans le texte, construisent très très bien ce roman. Et voilà, donc je voulais un petit peu savoir comment tu avais travaillé pour justement faire en sorte que toutes ces thématiques se rejoignent, tout en gardant en ligne où tu voulais aller avec ce personnage. En fait, on bouge tout le temps et on a l'impression d'être dans un huis clos. En fait, voilà.
Mais il faut savoir que j'écris d'instinct, je ne construis rien. Mes livres ont une certaine construction, certains ont une construction en labyrinthe, peut-être un peu moins ici. Et évidemment, ça donne parfois l'impression d'un plan préalable. Oui. Et il faut savoir que j'écris lentement, mais j'écris par à-coups. Donc c'est étalé sur une certaine longueur, mais je me concentre fortement. Si j'ai une mauvaise mémoire, je me souviens peu des livres que j'écris par le passé, mais quand je suis sur un bouquin, il est là en permanence. Il est là en permanence et je n'ai pas besoin de faire un schéma dans la mesure où j'ai tout en tête et le livre se construit au fur et à mesure. Et donc forcément, avec mon expérience, mon parcours et mes propos que je n'ai pas envie de brider, parce que j'ai des thématiques bien solides, bien établies, et je les laisse simplement s'installer, et puis d'instinct, je vais vers quoi je suis guidé, quoi. Et donc je n'ai pas besoin de construction. Elle se fait d'elle-même à travers ce que je suis. Je vais lire un petit passage, justement sur la route. Page 113. La route se déroule en lacets ou en longues lignes droites, selon que nous passons une zone de colline ou une plaine. Les étendues sont parfois sèches, l'herbe jaunie par le soleil, c'est donc l'été. Ou se couvrant de basses végétations verdoyantes, c'est donc l'automne, et il pleut abondamment. Nous ne nous étonnons pas même de traverser parfois des paysages gelés, parsemés d'une neige rare, peu épaisse, non menaçante. Et nous parlons sans discontinuer. Nous croisons d'autres véhicules avec une étrange régularité. Il se passe exactement 7 minutes. L'horloge sur le tableau de bord en témoigne. Et systématiquement, une voiture nous fait face. Sur les quelques secondes que dure le croisement, nous pouvons constater, comme depuis le début du voyage, qu'un couple différent, mais d'âge moyen comme nous, fait le trajet dans l'autre sens. Des visages tour à tour beaux, laids, hirsutes, lisses, pâles, basanés. Tous ont l'air de parler nerveusement, avec parfois de grands gestes des bras, comme nous. Aucun véhicule, toutefois, depuis quelque temps, ne nous précède ni ne nous suit. Personne ne nous double et nous ne doublons personne. L'un de nous demande à la conductrice d'accélérer afin de voir si finalement nous rattrapons un véhicule plus lent. C'est forcément moi qui viens de parler. Nous ne sommes que deux, mais je ne le jurerai pas. Et en fait, tout semble normal, mais complètement absurde, tout le temps. Et alors, c'est vrai, tous ces personnages, comme des automates comme ça dans la rue, qui sont dans une espèce de conformisme, et donc, c'est vraiment une vision que tu as comme ça de la vie, sans que ce soit, parce que ce n'est jamais vraiment cynique en fait, ou c'est un cynisme qui n'est pas méchant, qui est léger, qui est comme ça à brûle-pourpoint, qui est au bord du cynisme. Oui, mais là je parle de moi-même. Je vous ai expliqué du problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est tout simplement une aventure personnelle d'être né dans un milieu qui vous aime profondément et qui ne vous comprend pas. Et donc forcément, vous avez parfois l'impression d'être un automate. On vous apprend des règles, et puis vous comprenez que si vous respectez ces règles, je veux dire, votre intégration à une société que vous ne comprenez pas fonctionne. Et puis de temps en temps, ces règles, vous les brisez. Ça m'est arrivé dans ma jeunesse de faire des choses... je veux dire un peu incongru, tout simplement, parce que j'avais envie de casser les règles qu'on voulait m'imposer. Je veux dire par expérience, pour voir ce que ça allait provoquer. Et dans un sens, oui, ça provoquait. Et donc je me dis, si je me mets hors des règles, mais je veux dire, je brusque des gens qui sont dans mon entourage, qui me donnent tant, et qui attendent des choses de moi. Et forcément, alors, on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine de vivre comme ça? Donc, je vis comme un automate pour recevoir quelque chose. Je dirais, moi, forcément, est-ce que les autres ne vivent pas la même chose? Et je me suis rendu compte que certaines personnes vivent cela, vivent cette relation étrange avec l'entourage, et puis d'autres pas. Donc voilà, donc il y a chez moi une part de conformisme
appris, et puis une part aussi de révolte totalement intellectuelle qui n'a jamais été accomplie, parce que je n'avais pas besoin. On a besoin de se révolter contre quelque chose de coercitif, quelque chose qu'on vous impose, je veux dire, contre votre gré, ce qui n'a jamais été mon cas, puisque je vis dans un milieu où les enfants étaient rois, etc. Et donc, je n'avais pas besoin de contrer quelque chose. Mais d'un autre côté, j'avais envie de bousculer, je dis, mais vous ne savez même pas qui je suis. Et effectivement, ils ne savaient pas qui j'étais. Et pour eux, ça ne posait pas de problème. Alors, il fallait que je rentre dans ce moule, puisque je suis quelqu'un de sociable, je veux dire, j'aimais la vie, j'aimais tout mon entourage. Et donc, je me comportais comme une sorte de marionnette dans tout ce monde que j'apprenais à vivre. Bon, tout ça s'est équilibré vers l'âge de 14-15 ans, où j'ai appris à vivre. Je me suis dit, ben voilà, j'ai maintenant un certain parcours, j'ai appris certaines choses, je peux me libérer d'autres choses. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres combats qui m'attendaient, qui étaient encore plus rudes, que c'était des combats d'arriver dans le monde adulte. C'était bien encore pire. Tu parles de ton milieu, et il y a le personnage de la mère qui est quand même très important ici. Tu pourrais en dire un petit peu plus? Oui, la mère ici, c'est pas du tout autobiographique. C'est un personnage de totale fiction que j'ai créé pour le personnage du roman. Donc ça ne correspond pas du tout à une mère, soit à la mienne, soit à une maman typique que j'aurais côtoyée. C'est vraiment un personnage de pure fiction que j'ai inventé. Et je dois dire que j'ai parfois cette tendance à créer des personnages qui sont le contraire des personnages que j'ai rencontrés. Parce que simplement, tous ces gens que j'aimais, que j'avais envie de bousculer, parce que simplement ils ne me connaissaient pas, j'ai parfois envie de les trahir en construisant autre chose. Un personnage à qui je pourrais vraiment reprocher quelque chose. Et cette maman ici, cette mère du personnage, bon, forcément, elle a quelque chose d'ambigu, et je l'ai écrit comme ça parce qu'elle est ambiguë et qu'elle ne correspondait pas à l'image que j'avais d'une vraie mère. Et alors, je trouve que ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a tous ces échos au niveau des symboliques, mais aussi par exemple ce gardien de prison, cette relation étrange. Et puis tu dis, j'avais l'impression de traverser l'intestin fait de briques d'un long et interminable serpent. Et puis à un moment donné, plus tard, tu parles du serpent Ouroboros, vous voyez, ce serpent qui se mord la queue. Et donc moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance, cette écriture très simple, très ligne claire. Je pensais à Simenon, et puis alors évidemment tu cites un peu d'autres références. On a parlé de Borges, mais il y a aussi Dostoïevski, il y a aussi Kafka, le procès, la question de la rédemption. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette thématique de la rédemption? Parce que finalement, c'est une thématique aujourd'hui qui est assez d'actualité, c'est-à-dire la question du procès, le procès médiatique, le procès donc dans les tribunaux. Est-ce que c'est une société aujourd'hui, puisque c'est quand même, au départ, c'est un procès, c'est quelqu'un qui sort de prison, qui doit se reconstruire dans la société, dans cette société avec tous ces gens qui sont uniformisés, contre lesquels le personnage un peu se révolte. Tu parlais de la révolte contre le conformisme. Voilà, comment abordes-tu, est-ce que cette thématique de la rédemption, de la réinsertion dans la société était quelque chose qui te travaillait particulièrement quand tu as écrit ce roman? Je dirais oui, parce que c'est une chose qui n'est pas réglée. Voilà, qui n'est pas réglée. Qui n'est pas réglée, et je dois dire qui est loin d'être réglée pour nous. Et pour le monde qui nous entoure, on va vers un monde complètement incompréhensible. Voilà. Alors, je te proposerais peut-être qu'on en reste là. Oui, nous allons clôturer. Oui, nous allons clôturer. Et je renvoie simplement ceux qui le veulent à ce livre. Donc, édité chez Héméo, l'éditeur qui est présent. On peut applaudir Gérard. Et bien sûr,